C'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment toujours participer via les réseaux sociaux. L'Organisation mondiale de la santé se réunit à Genève. À l'ordre du jour, réunion en urgence, le virus Zika qui se propage à la vitesse grand V en Amérique du Sud, le Brésil étant aujourd'hui le pays le plus touché, ce alors qu'il accueille en août prochain les Jeux Olympiques. C'est le moustique tigre qui transmet ce virus, qui pourrait être à l'origine de microcéphalie du fœtus, un rétrécissement de la boîte crânienne. 3 à 4 millions de cas sont attendus pour 2016. Y a-t-il urgence? Comment combattre ce virus? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Cynthia Cardoso de l'autre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service brésilien de Radio France Internationale. Avec nous, professeur Eric Combe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. C'était tout à l'heure sur notre antenne. Le virus Zika est connu depuis des décennies. C'est un virus, si on peut dire, de la même famille que le virus de la fièvre dengue ou de chikungunya, mais c'est un virus qui est beaucoup moins sévère. Si vous voulez, la majorité des gens ne vont pas développer des symptômes, et ceux qui développent des symptômes, on considère peut-être un quart des personnes infectées, auront des symptômes très légers qui vont passer au bout de quelques jours. Donc c'est une maladie qui n'est pas nouvelle, mais ce qui est nouveau maintenant, c'est que depuis quelques mois, le Brésil a notifié l'OMS d'une augmentation assez nette des cas de malformations des nouveau-nés, des malformations neurologiques et en particulier la microcéphalie. Sachant que cette augmentation arrive au même moment que le virus Zika, donc c'est quelque part logique qu'on se demande s'il existe un lien et quel est ce lien. Professeur Eric Combe, vous êtes inquiet? Inquiet pour les enfants naissant actuellement en Amérique latine, certainement. Éventuellement, dans une moindre mesure, pour les Antilles. Pour la France métropolitaine, non, je ne suis pas particulièrement inquiet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien avéré entre le virus Zika et les microcéphalies chez le fœtus, c'est-à-dire ce rétrécissement de la boîte crânienne? C'est difficile de dire que c'est un lien avéré. Le Haut Conseil de santé publique a conclu que c'était un lien probable, voire très probable. Alors, quels sont les symptômes chez l'adulte? Ça a été assez bien résumé dans l'interview que vous avez passée, c'est-à-dire que dans 3/4 des cas, la maladie est complètement asymptomatique, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les complications ultérieures. Et dans 1/4 des cas, la maladie est symptomatique, elle s'exprime comme une petite dengue, avec une petite fièvre, une éruption cutanée, une conjonctivite et des courbatures. Alors, il y a des cas de Guillain-Barré. Alors, est-ce que c'est des cas minimes? Et si oui, ça se manifeste comment? Est-ce qu'on peut s'en inquiéter? Effectivement, il y a des complications dont on doit s'inquiéter, en tout cas prendre la mesure. Elles ne sont pas très fréquentes. À type de syndrome de Guillain-Barré, qui est une maladie qui est une maladie neurologique qui entraîne des paralysies musculaires qui peuvent gagner d'ailleurs les muscles respiratoires et nécessiter dans ces cas-là une ventilation mécanique, mais ça guérit tout seul. Alors, ce qu'on rappelle, c'est que c'est un virus qui se transmet par le moustique tigre. Alors oui, il est potentiellement transmissible par le moustique tigre, mais actuellement en Amérique latine, il est surtout transmis par le moustique Aedes aegypti, qui est un petit peu différent du moustique Aedes albopictus, dont le petit nom est moustique tigre. Néanmoins, le moustique tigre peut éventuellement transmettre la maladie. Et qui pique la journée, on le rappelle, à la différence du palu qui pique la nuit. Absolument. Cynthia Cardoso de l'autre, est-ce que c'est la psychose aujourd'hui au Brésil? Je dirais pas forcément la psychose, mais c'est vraiment une affaire qui inquiète beaucoup. Surtout les femmes qui sont enceintes et les femmes qui souhaitent être enceintes, parce que les recommandations, c'est peut-être pour celles qui peuvent éventuellement devenir enceintes un peu plus tard. Donc, c'est pas la psychose, c'est pas la panique, mais les gens sont assez inquiets parce que c'est quand même une affaire exceptionnelle dans un pays comme le Brésil où l'avortement est toujours illégal, sauf dans des circonstances assez spécifiques comme les viols ou vraiment une maladie, une complication pour la mère ou pour le fœtus. Donc, dans les cas de microcéphalie, par exemple, l'avortement, ça serait toujours illégal. Alors là, justement, on apprend ce soir que le Congrès, justement, va discuter d'une possibilité pour les femmes qui sont atteintes de ce virus et dont les fœtus seraient atteints, de pouvoir avorter. Oui. C'est une discussion qu'il y a en ce moment même au Congrès. Voilà, il y aura lieu, mais c'est une affaire très difficile à digérer parce qu'il faut se rappeler que le Congrès brésilien, à présent, c'est très, très conservateur. Peut-être... Ah, donc c'est pas gagné, en fait. C'est pas gagné. Alors, même dans une situation comme ça, dans un cas qui peut, évidemment, ça va
cause une commotion dans la population, mais c'est quand même un congrès assez conservateur, donc c'est un sujet compliqué. Professeur Eric Combe, on apprend aussi ce soir qu'un kit va être disponible dès le mois de février pour permettre de détecter le virus Zika, mais également le chikungunya ou encore la dengue. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça? Alors, c'est 3 virus qu'on peut déjà détecter. L'originalité, c'est qu'on va pouvoir les détecter avec le même prélèvement, si j'ai bien compris. Donc ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle parce que ces 3 virus sont transmis par le même moustique et dans les mêmes régions. Cynthia Cardoso de l'autre, en ce moment, c'est le carnaval de Rio au Brésil. C'est là où il y a le plus de cas au Brésil de ce virus Zika. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion justement du virus du fait de la densité de la population qui est plus importante en ce moment? En fait, oui, où il y a plus de cas, c'est plutôt au nord, à Recife. Mais donc, évidemment, à Rio, il y a beaucoup de cas maintenant notifiés parce que beaucoup de gens passent des vacances au nord du Brésil, donc reviennent à Rio. Et à ces moments-là, ils sont diagnostiqués. Mais les carnavals, évidemment, c'est un grand souci parce que là, on aura environ 1 million de touristes du Brésil, de l'étranger aussi, qui seront concentrés en ces moments à Rio, où il fait très, très chaud. Aujourd'hui, les températures, c'était environ 45 degrés. Donc, bon, je ne suis pas une spécialiste, mais on sait bien que ce sont les conditions idéales pour ces gens d'épidémie et pour nous qui on connaît déjà la dengue. Donc, c'est à peu près les mêmes conditions. Donc, c'est vrai que c'est un risque assez important. Professeur Eric Combe, vous pensez que justement, parce que comme l'expliquait Cynthia, il y a justement en ce moment, c'est l'été à Rio, parce qu'il y a plus de monde aussi en raison du carnaval, qu'il peut y avoir une propagation de l'épidémie? Oui, mais le Brésil vit déjà avec cette épidémie depuis 6 mois. Donc Ouais. c'est bien que l'OMS en ait pris conscience, mais je pense que Un peu tardivement? peut-être, parce que pour les Brésiliens, malheureusement pour eux, ça a déjà commencé depuis quelques temps, la prise de conscience. Ça fait au moins 2 ou 3 mois que les Brésiliens alertaient la population générale. Donc c'est une prise de conscience peut-être un peu tardive. Et Qu'est-ce qu'on sinon, aurait pu faire de plus finalement si cette prise de conscience avait été, parce que je crois qu'ils ont découvert le premier cas, c'était en mai, il y a eu les premières déclarations au mois d'octobre. Si les autorités brésiliennes avaient pris la pleine mesure de ce qu'est aujourd'hui ce virus Zika, qu'est-ce que ça aurait pu changer? ils auraient probablement pu implémenter plus tôt des recommandations qu'ils ont données très récemment. Par exemple, le fait de ne pas faire de grossesse tout de suite, ou même, par exemple, ils discutent aujourd'hui l'avortement, alors qu'ils auraient pu le discuter il y a 6 mois, en tout cas pour les avortements thérapeutiques. Cynthia Cardoso de l'autre, est-ce que ce sont des recommandations qui seront suivies justement aujourd'hui par les Brésiliens? Et quels sont les moyens de prévention aussi? Est-ce qu'on met, parce que nous, quand on est touriste et on va dans un pays, oui, on met de l'anti-moustique, mais comment ça se passe au Brésil? Donc là, la recommandation, c'est de mettre d'anti-moustique. Donc là, pour les carnavals, pour porter de manches longues, au carnaval, ça n'a pas trop le cas. Porter des manches longues, de robes longues au carnaval, ça ne sera pas trop possible. Et surtout, avec 45 degrés, encore moins. Donc la recommandation, c'est quand même utiliser les sprays, les mesures qu'on connaît pour les paludismes, pour la dengue, pareil. Et aussi, maintenant, le gouvernement fait un grand effort pour essayer de détecter où sont les possibles endroits où le moustique pourrait être abrité. Donc là, ils vont visiter, essayer de faire du porte-à-porte chez la population pour essayer de voir s'il n'y a pas d'eau. Des eaux stagnantes. Des eaux stagnantes, c'est ça. C'est quand même un grand souci. Donc on voit des équipes déambuler dans les rues de Rio, comme on a pu le voir pour le chikungunya, par exemple, à La Réunion. C'est-à-dire des équipes avec pas des scaphandres, je ne quand même pas exagérer, mais avec des tenues, en tout cas. L'armée aussi. L'armée s'est engagée dans cette... Mais le problème, c'est que dans une ville comme Rio, par exemple, pour parler que de Rio, il y a quand même les favelas, il y a des endroits où c'est quand même difficile d'y accéder. Donc le gouvernement essaye d'engager la population, donner encore plus, expliquer à la population qu'il ne faut pas laisser de l'eau stagnante, essayer de nettoyer, laisser pas de récipients comme ça. Mais c'est une histoire vieille, ça fait 30 ans que Rio et d'autres villes au Brésil luttent contre la dengue. Donc le problème, c'est qu'on connaît à peu près ce qu'il faut faire, mais c'est quand même difficile d'implémenter tout ce qu'il faudrait faire pour éviter une épidémie comme ça. Prévention, professeur, c'est donc l'anti-moustique, c'est la moustiquaire. Oui, effectivement, c'est ce qui a été dit à l'instant. Les eaux stagnantes aussi. Des méthodes d'ailleurs dont on sait qu'elles ne marchent pas très bien, puisqu'on n'a pas pu éradiquer, on n'a pas pu stopper les épidémies de dengue, ni les épidémies de chikungunya. Mais je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut dire qui sont relativement rassurantes. D'abord, l'hiver va arriver au Brésil maintenant bientôt, dans quelques mois, notamment avant les Jeux Olympiques. Et donc, la transmission va baisser. On connaît déjà ces phénomènes-là avec la dengue. On sait que la dengue est moins fréquente l'hiver, donc il est probable que le Zika va
suivre la même tendance. Et la deuxième chose, c'est que c'est un virus qui est immunisant, c'est-à-dire que vous ne l'attrapez qu'une fois dans votre vie. Et donc, une fois que 50%, 70% de la population brésilienne et des autres pays d'Amérique latine aura contracté le virus, la maladie s'éteindra d'elle-même. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Et il n'y a pas de traitement au jour d'aujourd'hui. Donc en fait, si vous avez le symptôme du virus Zika et que vous êtes un adulte, il faut prendre quoi? De l'aspirine et c'est tout? Non, surtout pas Même d'aspirine. Non, pas d'aspirine parce que c'est un anti-inflammatoire et que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués à cause de la... On ne sait pas si on peut distinguer une dengue d'un Zika. Donc en cas de dengue, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués. Donc en fait, non, uniquement du paracétamol. Du paracétamol. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Cynthia Cardozo-Delottre, vous pensez qu'ils vont être maintenus, ces Jeux Olympiques? Bon, apparemment oui. Et les maires de Rio insistent il n'y a pas de raison de panique. Donc là, la mesure que la mairie de Rio les mesures qui ont été prises, c'est essentiellement ils vont visiter tous les endroits où seront les estades, tous les bâtiments, les immeubles qui ont été construits pour abriter les Jeux. Donc, ils vont visiter tous les jours pour être bien sûr qu'il n'y a pas de moustiques. Voilà. Donc, pour l'instant, le débat sur les Jeux Olympiques, on ne va pas débattre d'enlever, de supprimer les Jeux Olympiques à Rio. Pour l'instant, ça reste... C'est sérieux, professeur Combe, de maintenir ces Jeux Olympiques? Oui, absolument. Je pense que les Brésiliens ont raison. C'est tout à fait... C'est en hiver en plus. Hiver, donc en hiver, le oui, risque de transmission est bien moins important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on sait que la dengue baisse à cette période-là. Le Zika baissera à cette Oui, donc il n'y a pas de risque. Voilà, il n'y a pas de risque en l'occurrence pour les adultes. Enfin, au pire des cas... Il y a des risques pour les femmes enceintes et éventuellement pour certains adultes s'ils font la complication, un type de syndrome de Guillain-Barré. Cynthia Cardozo, est-ce qu'il y a déjà un impact sur le tourisme au Brésil? Est-ce qu'il y a beaucoup d'annulations de vols, de réservations en raison de ce virus Zika? Pour l'instant, c'est un peu difficile à mesurer justement parce que c'est la saison du carnaval. Et donc, du coup, les réservations ont été prises avant. Donc, pour l'instant, je crois que les gens sont plutôt... Bon, c'est pas encore la panique, mais on va voir ça plutôt par rapport aux Jeux Olympiques. C'est ça que, donc, après la fin du carnaval, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est qu'on va pouvoir vraiment mesurer les impacts par rapport à ce que ça sera fait pour les Jeux Olympiques. C'est là que... Professeur Combe, un vaccin sera pour quand? On dit dans un an, mais enfin bon, à chaque fois qu'il y a le chikungunya, la dengue, le paludisme, ça fait des années. Oui, exactement. Je vois que vous suivez bien ça. Non, il ne faut pas rêver. Il n'y aura jamais de vaccin dans un an pour le Zika. Pour quelle raison? Pourquoi ça met autant de temps, ces vaccins? C'est 10 ans, entre le développement d'un vaccin et sa commercialisation, c'est 10 ans. Le vaccin contre la dengue, lui, sera présent l'année prochaine. C'est un miracle, c'est extraordinaire comme travail. Et ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'ils font de la recherche sur le vaccin sur la dengue. Donc le vaccin, que ce soit pour le chikungunya ou le Zika, c'est pas pour demain, d'autant plus que ces maladies ne sont pas considérées comme des problèmes de santé publique colossaux par rapport au paludisme, à la tuberculose ou même à la dengue. Paludisme, pourquoi on n'a toujours pas trouvé de vaccin? Parce que c'est particulièrement compliqué. C'est un parasite qui s'est changé de forme au fur et à mesure de son évolution, qui va se cacher dans le foie, dans les globules rouges, enfin dans plein d'endroits. Et il est très difficile de trouver une protéine unique contre laquelle diriger ce vaccin. Vous avez entendu parler, j'imagine que oui, ça a fait la une du Monde Science, justement de ce moustique OGM, ce moustique génétiquement modifié qui pourrait changer les autres moustiques. Est-ce que ça, c'est D'abord, si vous pouvez nous expliquer le principe, et est-ce que ça peut être une solution, que ce soit justement au palu ou encore aujourd'hui au virus Zika? Oui, c'est certainement une voie de recherche. Quel est le principe? C'est quand même assez fascinant. C'est de modifier le patrimoine génétique du moustique pour le rendre impropre à assurer sa propre succession, en quelque sorte. Et donc une sorte d'apoptose du moustique, d'autodestruction, de la descendance du moustique, quoi. Et c'est très intelligent comme procédé. Et l'intérêt, c'est que ça sera efficace non seulement contre le paludisme, mais la dengue, le chikungunya, le Zika, toutes les maladies qui sont transmises par des moustiques. Et on est déjà bien avancé? Là, ils ont commencé les premiers lâchages de moustiques, si je peux dire, justement au Brésil. Est-ce qu'il y a un risque que le virus Zika arrive sur le continent européen? On a déjà des cas de gens qui reviennent, en l'occurrence d'Amérique du Sud. Et ce moustique est présent aussi dans le sud de la France. Alors, je voudrais rectifier un petit chajot. Alors, bien évidemment, oui, des malades peuvent arriver d'Amérique latine avec la maladie au jour d'aujourd'hui, mais le moustique qui assure la transmission de la maladie actuellement en Amérique latine, c'est
un moustique qui s'appelle Aedes aegypti et qui n'est pas présent en France. En France, on a son cousin, Aedes albopictus, le moustique tigre dont vous avez parlé tout à l'heure, et on n'est pas du tout sûr que le moustique tigre Aedes albopictus soit aussi efficace que son cousin Aedes aegypti pour assurer une transmission de la maladie, en tout cas sur un mode épidémique. Qu'elle puisse transmettre la maladie, oui, mais sur un mode épidémique, vous voyez, il faut un vecteur qui soit efficace, compétent sur le plan vectoriel, et on n'est pas sûr que les deux moustiques qui sont cousins soient aussi efficaces pour assurer ce risque de transmission d'épidémie. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a dit « Nous allons gagner la guerre contre le virus Zika ». Est-ce que tout est fait aujourd'hui, justement, pour gagner cette guerre ? Bon, elle a fait cette déclaration justement après que le ministre de la Santé lui-même a dit que peut-être on était en train de perdre la guerre contre le moustique. Donc évidemment, elle a essayé de rectifier pour calmer un peu le jeu. Mais bon, tout ce que c'est possible, bon, c'est une opération colossale. Il faudrait faire plus de travail dans les grandes villes. Il faut aussi conscientiser la population. C'est que ce n'est pas toujours évident de changer des habitudes d'hygiène. Alors justement, là, on en est où aujourd'hui, hein ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la population ? Ça a commencé. Bon, maintenant, la population a peur, donc ça a commencé. Mais l'histoire, c'est que ça fait déjà 30 ans. Donc la population a peur, mais en même temps, c'est déjà habitué parce que, bon, c'est un peu comme la dengue. Et surtout, les gens disent c'est une espèce de mini-dengue, si on peut dire, à part les cas pour les femmes enceintes. Donc, la population se rend bien compte, mais c'est vrai qu'il faut faire davantage. Là, la population, en fait, le gouvernement a convoqué l'armée pour aider. Il y a aussi l'opération de spray dans les quartiers, donc des petits camions qui passent, qui font des sprays sur des quartiers plus sensibles aux moustiques. Mais bon, est-ce que ça va être permanent, ces opérations ? Est-ce qu'elles vont être permanentes ? Parce qu'elles sont coûteuses aussi. Elles sont coûteuses. Et elles mobilisent beaucoup de monde. Les opérations aussi avec les moustiques OGM, entre guillemets, aussi ont commencé dans quelques villes, des essais. Ah, ça a commencé, des essais donc avec ces moustiques OGM, oui, dans quelques villes du Brésil. Donc ils essayent un peu tout en cocktail. Donc c'est quoi ? On lâche des moustiques, c'est ça ? On lâche quelques moustiques qui vont modifier d'autres moustiques. Voilà, donc ils ont commencé un peu, essayer un cocktail d'un peu de tout. Un peu de moustiques OGM, un peu de spray, un peu d'insecticide. Mais bon, après... en fait, toutes les méthodes sont utilisées. On verra quand, parce que je trouve ça quand même fascinant, ce moustique OGM. Professeur, on en verra quand les résultats ? S'il y a résultats. Pas avant. C'est très long ? Oui, plusieurs mois en tout cas. Je pense qu'il faudra au moins 1 à 2 ans. Ah, au moins 1 à 2 ans pour voir le résultat de... oui, parce qu'il va falloir voir la diminution des épidémies liées à la dengue, au chikungunya, au Zika, qui sont les maladies transmises par ces moustiques. Cynthia Cardoso de l'autre, vous disiez donc c'est la psychose en ce moment au Brésil. Les gens ont peur, surtout les femmes. Donc, parce on voit très souvent, on montre à la télé, dans les journaux, les bébés avec les malformations. Donc évidemment, ça touche. On parle d'une génération malade, une génération perdue. On ne sait pas combien de bébés sont touchés. Donc, c'est une grande crainte. Une grande crainte. Ouais. Un dernier mot, professeur Combe. Est-ce que l'OMS, dont on avait un peu critiqué la gestion avec Ebola, on a dit que très tardivement l'OMS s'était impliquée. Est-ce que là, l'OMS est à la hauteur ? C'est une question terrible que vous me posez là pour conclure. Oui, mais je suis désolée, mais je suis obligée de vous la poser. Oui, elle est à la hauteur. Avec retard. Oui, d'accord. Donc elle n'est pas à la hauteur. Merci beaucoup. Merci, professeur Erico. Merci d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup, Cynthia Cardoso de l'autre. Et on accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce lundi. Karim. Bonsoir à tous. Et ce sont les médias qui s'inquiètent d'un danger mondial face au virus Zika. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites internet qui s'arrêtent un instant sur cette actualité avec cette inquiétude, celle de l'OMS relayée ici sur le site des Échos ou encore sur cet autre site internet, celui de Metro News. C'est vrai que la tonalité est plutôt alarmiste et il y a tout de même un coin du monde où on ne semble pas s'alarmer beaucoup. C'est assez étonnant. C'est ce que raconte le site de Slate, justement. C'est à Zika, la forêt ougandaise où est né le virus. Alors, beaucoup de questions restent sans réponse. Cet article souligne que le garde forestier qui travaille du côté de cette petite forêt, connue des ornithologues et des scientifiques, n'était même pas au courant que le virus y a été découvert en 1947.
Et c'est par Facebook qu'un certain nombre d'habitants de la région ont entendu parler de ce virus qui inquiète tant, notamment du côté de l'Amérique. Et justement, on parle beaucoup du Brésil et les médias brésiliens parlent beaucoup de ce virus. Dilma Rousseff a pris la parole pour tenter de rattraper un petit peu les déclarations alarmistes et inquiétantes de son ministre de la Santé, Marcelo Castro, qui avait expliqué que s'il n'y avait pas une mobilisation générale, la guerre serait perdue. Alors du côté des médias brésiliens, on explique que l'heure est à la faxina, c'est-à-dire au grand ménage, et on invite tout le monde, tous les employés des services publics, des musées, des hôpitaux, à faire attention à l'existence notamment peut-être de foyers de ce virus. Le site Globo a publié une petite vidéo d'une eau stagnante non loin du centre du pouvoir brésilien, une façon de dire que à tous les endroits peuvent être susceptibles d'être porteurs d'un danger. Évidemment, ça va participer un peu plus aux inquiétudes. Et puis, on parle aussi beaucoup des JO de Rio. C'est vrai que c'est une inquiétude qui est largement évoquée ici sur ce site internet. Alors, du côté du CIO et des organisateurs, on tente d'expliquer qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce qu'à partir de mars, le moustique qui est porteur du virus va commencer à disparaître petit à petit jusqu'en juin où il devrait totalement disparaître. Alors ça, c'est un élément plutôt rassurant, même si un certain nombre de spécialistes, comme sur ce site internet, Nancy Bailey, qui appartient à la Société brésilienne d'infectiologie, explique tout de même qu'il y a cette inquiétude parce qu'il y a énormément de personnes qui vont circuler, des athlètes, des touristes, qui évidemment pourront peut-être diffuser ce virus au-delà du continent américain. Et puis il y a aussi évidemment cette inquiétude en ce qui concerne l'IVG. Il y a un certain nombre de voix qui se font entendre, notamment une femme qui s'appelle Deborah Diniz, qui est militante pour le droit des femmes et qui aimerait bien qu'on change la loi en ce qui concerne l'IVG parce que ces cas de microcéphalie se multiplient. Et évidemment, c'est un drame pour beaucoup de familles. Raúl Castro est à Paris, à une visite historique, mais qui suscite aussi des critiques. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de sites internet, notamment ceux qui sont alimentés par l'opposition cubaine, souvent à l'étranger, comme ce site internet 14 y Medio, explique qu'on voit d'un mauvais œil cette visite. Alors évidemment, du côté du régime cubain, c'est pour renforcer les liens économiques avec des nouveaux partenaires, tout récents partenaires comme la France, mais un certain nombre d'opposants, d'écrivains, de personnalités qui vivent en dehors de Cuba se sont fait entendre, notamment via ce site internet cubanet.org, pour critiquer la France, le voyage de François Hollande à Cuba, le fait d'accueillir aujourd'hui Raúl Castro. Et on renvoie à la mémoire, au visage de François Hollande, des déclarations qu'il a eues par le passé, particulièrement critiques à l'égard du régime cubain. C'était en 2003, donc ça date d'un petit moment. Il pourra argumenter que les choses ont changé. En tout cas, en 2003, François Hollande décrivait Cuba ainsi: un cauchemar politique, pouvoir personnel, voire familial, refus d'élections libres, censure, répression policière, enfermement des dissidents, camps de travail, peine de mort, bref, l'arsenal complet d'une dictature. Sans doute que son regard a bien changé aujourd'hui au moment d'accueillir Raúl Castro. Mais comme le souligne ce site internet, celui de Géopolis, eh bien, à Cuba, malgré la normalisation, notamment avec les États-Unis, tout change, mais rien ne change. De très nombreux signaux envoyés à l'international, mais le quotidien des Cubains, lui, reste le même. En tout cas, ce sont les nombreux témoignages qui arrivent pour l'instant. Alors, il y a tout de même quelque chose qui a changé. C'est la tonalité de certains médias. Granma est un média proche du pouvoir cubain, c'est même l'organe officiel du Parti communiste cubain. Avant, on trouvait beaucoup de diatribes, d'articles particulièrement virulents à l'égard de l'Occident. Aujourd'hui, on s'arrête un instant sur le nombre record de touristes internationaux. On sent bien que la tonalité a changé. Et ce compte Twitter, celui d'un Cubain qui vit à l'étranger, raconte, eh bien, Granma ne nous dit pas que le dictateur Castro et ses laquais sont à Paris pour profiter du capitalisme. Alors évidemment, ce genre de tweet, on en avait quelques-uns d'une part de cette opposition cubaine qui est particulièrement virulente à chaque fois qu'il y a un événement comme celui-ci. Merci beaucoup, merci Karim. Merci beaucoup à tous les deux encore d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite,